Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux dans cette matinée consacrée à Équilibre, le bilan de la première étape. Vous allez avoir un certain nombre de slides qui vont défiler derrière moi pour vous rappeler les différents temps que je suis chargé d'animer. Voilà, je travaille au sein de l'IFSTAR. Donc, ce sigle imprononçable signifie Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Il faut savoir que c'est un institut de recherche. Nous avons donc une domiciliation sur Bron, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et je m'occupe des événements de culture scientifique. Voilà, pour faire simple. Je vais tout d'abord passer la parole pour un mot d'introduction à Noël Comte, qui est PDG de Sotradel et qui est du consortium Équilibre. Mesdames, Messieurs, les élus de la République, élus des organisations professionnelles, chercheurs, industriels, transporteurs aussi, et tous ceux qui les aiment et les supportent, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous pour ce point d'étape, effectivement, dans l'aventure Équilibre, qui mobilise quelques-uns d'entre nous depuis près de 10 ans. Certes, nous sommes ici pour parler d'avenir, bien sûr, mais un rapide retour sur ces 10 années mettra en lumière tout l'intérêt de la persévérance. Souvenons-nous qu'en 2009, nous étions plongés dans une crise multifacette, financière, boursière, énergétique, économique et j'en passe. Mais à croire que les périodes de crise ont cela de bon, qu'elles voient foisonner des idées qui souvent tombent dans les oubliettes une fois la reprise venue. Les citoyens français, consommateurs peu éduqués à la responsabilité, ont du mal à admettre que c'est toujours un faisceau d'actions conjuguant court et moyen, voire long terme, qui conduit à la maîtrise des effets néfastes de l'action de l'humain sur son environnement. Nos concitoyens sont loin de mesurer l'utilité de ce qu'ils ignorent et qui reste pourtant incontournable pour servir leurs besoins quotidiens de mobilité et d'approvisionnement jusqu'à leur domicile, à savoir le transport routier de marchandises. Il faut dire que les médias manient la rhétorique anti-camion avec beaucoup de dextérité, avec une insistance qui pose question. De France 2 à Arte, la semaine dernière encore, tout y passe, vous pouvez voir les replays. Mais vivons d'espoir. Rien n'est perdu maintenant que le vocable « mobility » est venu en supplanter d'autres et prend progressivement place dans les études et dans les discours. L'idée des promoteurs du projet Équilibre a toutefois trouvé un écho. Certes, pas auprès de la gouvernance de la région Rhône-Alpes de l'époque, qui voyait rouge quand on parlait camion, fut-il propre. Au premier jour, ce sont les dirigeants de quelques entreprises de transport qui sont Mègevent, Prabel, Mania et Sotradel qui ont dû affronter la critique, surmonter les obstacles pour garder le cap, se rappelant que là où est la volonté, il y a un chemin. Merci donc à mes collègues pour n'avoir pas désarmé, en prêchant sans relâche pour un avenir énergétique choisi et non plus subi par les transporteurs, souvent réduits à la revendication à défaut d'être force de propositions équilibrées. Il convenait donc de donner du sens à l'action collaborative à laquelle nous appelions nos confrères et partenaires naturels du transport routier. Ce fut un élément fort de l'engagement de ces patrons de PME du transport routier de marchandises, réunis sur l'objectif maintes fois expliqué pour qu'il soit enfin compris et ainsi mieux partagé, avec une exigence économique pour que l'offre de service soit toujours à la hauteur de l'attente du client en termes de qualité et de coût, avec une exigence sociale pour valoriser la qualification des conducteurs routiers dont l'attente d'une meilleure reconnaissance de leur métier doit être entendue, sauf à vouloir tomber dans le travers de la sous-traitance low cost où les multinationales du transport imposent aux conducteurs venus de l'Europe de l'Est des conditions de vie que leurs salariés français ne veulent pas même connaître, pas plus d'ailleurs que les salariés des donneurs d'ordre. Où est le sens de l'éthique ? Avec une exigence sociétale aussi, que nombre de personnes expriment dans les discours convenus, mais moins nombreuses sont celles qui mettent en œuvre les bonnes pratiques de la responsabilité sociétale, trop souvent rattrapées par la loi de l'immédiateté et du profit. Ces considérations bien comprises, les engagements formalisés, les livrables énoncés, le calendrier estimé, la course était lancée. Et les pilotes du projet Équilibre, saisissant du sujet, le structurant avec constance et persévérance, des valeurs chevillées au corps des entrepreneurs qui savent ce que signifie se mettre à risque. S'affranchissant, à l'époque, de l'avis des collaborateurs du conseil régional d'alors,
seulement, oh, je souris parce que ça a été vécu, seulement intéressés par la médiatisation et les paillettes pour réjouir leurs élus, qui avaient pourtant promis aide et assistance avant de tourner le dos. Trop tôt, nous confessera plus tard l'un d'eux, ainsi privé de micro et de podium. Cette posture désinvolte n'a pas freiné l'enthousiasme des pilotes du projet Équilibre rompus à l'exercice de l'effort. Je veux saluer notamment la perspicacité de Pascal Mégevant, de l'entreprise éponyme, et David Biandon, mon collaborateur chez Sotradel, qui depuis lors consacrent la moitié de leur temps à ce challenge, surmontant le découragement qui pouvait les guetter lorsque les choses n'allaient pas aussi vite qu'ils l'auraient voulu. Il leur fallait admettre que le temps de l'entreprise n'est pas le temps de l'administration, du politique ou des grandes organisations, où les plafonds de verre ont parfois une grande résistance. La route à parcourir n'avait donc rien d'un long fleuve tranquille pour convaincre l'environnement. L'environnement public d'abord, notamment avec l'ADEME, alors Rhône-Alpes, dont je tiens à saluer la montée rapide dans le peloton de tête des acteurs du projet Équilibre, sans oublier l'Adréal Rhône-Alpes à l'époque, avec l'assentiment et le soutien précieux des représentants de premier rang de l'État sur nos territoires, que furent le sous-préfet de Bonneville, monsieur le préfet de la Haute-Savoie, et monsieur le préfet de région, Jean-François Carinco, avec sa volonté de faire bouger les choses. Monsieur Carinco qui m'a adressé un mot très aimable, marquant son regret de ne pouvoir être aujourd'hui avec nous, retenu par ses obligations à la présidence du comité de régulation de l'énergie. Environnement privé ensuite, notamment avec l'adhésion spontanée de GNVR, de GRDF et de quelques autres. C'est un investissement initial, privé, de 4 millions d'euros que nous avons porté ensemble, stations, camions, motoring, etc., avec une subvention de seulement 400 000 euros, ce qui avait fait dire à un dirigeant de l'ADEME qu'il voyait pour la première fois un tel effet de levier d'1 euro public pouvant lever 10 euros privés. Combien de fois ai-je rappelé à mes collègues dans l'aventure que nous vivions que si nous avions un seul tort, ce serait d'avoir eu raison trop tôt. Rappelons-nous qu'il n'y a pas de précurseurs, il n'y a que des retardataires. Et tour à tour, des entreprises plus importantes sont venues nous rejoindre, et notamment Jackie Perreno et Transalliance, qui sont venus grossir nos rangs pour l'expérimentation, voyant dans le projet Équilibre le vecteur d'une accélération dans leurs choix stratégiques en matière de technologie. Premier point d'étape, c'était le 10 décembre 2014, avec la création du consortium Équilibre et la convention définissant les conditions de l'expérimentation, parce que nous avions fait valoir, jusqu'à cette signature officielle en préfecture de Haute-Savoie, qu'il appartient au pouvoir public de créer les conditions du bon exercice de nos activités de transport routier et leur acceptation sociétale. L'innovation résidait dans le fait que des entreprises privées allaient expérimenter des matériels sur le domaine public, par définition partagés avec les autres usagers en conditions réelles d'exploitation. Ce travail collaboratif de 6 transporteurs, d'une quinzaine de tracteurs routiers, de camions monitorés pour l'analyse comparée sur tout profil de route, tout profil de flux, de leur consommation en fuel GNC, fuel gasoil ou hybride, a été soumis au CRMT, alors ça doit vouloir dire Centre de recherche des machines thermiques, et les résultats confiés à l'analyse de l'ISFTAR, vous l'avez dit mieux que moi, l'Institut des sciences, technologies, transport, aménagement, réseau, qui délivre donc son verdict. Les transporteurs, comme tout utilisateur d'un véhicule utilitaire, notamment poids lourd en transport routier de marchandises ou de voyageurs, veulent un outil de sélection de l'énergie la plus efficiente en fonction de leur équipement, de leur flux, de leur territoire, urbain ou pas urbain, en toute connaissance des données produites sur les performances environnementales et économiques des véhicules. C'est la valeur d'usage. Voici l'objet de la séance d'aujourd'hui à laquelle je vous remercie d'avoir choisi de la partager pour être au cœur de ce que l'innovation organisationnelle peut offrir comme marge de progrès dans nos entreprises, avec une acuité particulière en milieu urbain où seules demain les entreprises éco-responsables pourront accéder pour servir l'économie. C'est dire aussi combien le facteur humain a toute sa place dans nos réflexions, même si cela n'est pas directement le sujet du jour, mais comment faire sans des conducteurs qui font cruellement défaut aujourd'hui, parce qu'on a limité leur contingent dans les formations initiales ces 10 dernières années, au prétexte inconséquent que la réduction du nombre de conducteurs réduirait le nombre de camions sur les routes françaises. Il faut l'avoir entendu pour le croire.
parole d'un élu régional de la mandature précédente. Tout au contraire, nous avons besoin de conducteurs bien formés, techniciens dans leur domaine de compétences qui seront reconnus comme les garants du juste service à apporter au juste prix à chaque client unique dans sa définition et dans son besoin. Le chantier est donc ouvert, il sera long, mais nous devons intégrer dans les cursus de formation l'utilisation des nouvelles technologies pour viser l'efficience globale. Que de réformes donc à engager pour moderniser toujours et valoriser notre filière professionnelle. Merci de votre attention et donc aujourd'hui, second point d'étape et je vous rends la parole, monsieur l'animateur. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution qui nous permet de resituer un peu le contexte du débat et des échanges que nous allons avoir. Donc en fait, on va avoir 3 temps assez clairement définis. Une présentation générale qui va aller assez rapidement, autour d'une demi-heure. Un temps sur les expérimentations. Et là, on va rentrer dans le détail, notamment des travaux qui ont été co-conduits, j'allais dire, avec Livestar. Et après, on aura un temps de table ronde. Globalement, donc la première partie, on va entamer la présentation. Donc, avec 3 temps sur lesquels on va revenir. La présentation du projet Équilibre, le rapport avec les territoires et le rapport filière et équilibre. Dans un premier temps, comme je vous l'ai annoncé, on va revenir sur l'histoire d'Équilibre, qui est une histoire, une naissance, comme on l'a compris tout à l'heure. Il y a eu des conditions de naissance sur lesquelles on a bien envie de revenir. Et puis après, aller jusqu'au point clé, aux étapes, avec toute cette dimension qui nous paraît importante de la collaboration, du rapport avec les partenaires. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis après, on pourra aussi raccrocher avec l'assistance du cluster, Cara, qui a été fondamentale. Donc là, je vais passer la parole à David Bilandon, coordinateur du projet Équilibre, co-coordinateur. Donc oui, j'avais la lourde tâche et simple tâche en même temps de raconter notre aventure dans le cadre du projet Équilibre, puisqu'il faut se remettre un peu dans le contexte des années 2009-2010, où le contexte économique et environnemental était relativement complexe pour nous, transporteurs, puisqu'on était à l'époque, l'actualité était orientée autour de la taxe carbone. Il y avait également une forte actualité au niveau du transport, on était soumis à l'arrivée assez oppressante de la concurrence des pays de l'Est en termes de transport. Nous avions également le diesel qui était à ce moment-là identifié comme un produit CMR, donc dangereux pour la santé. On avait également l'arrivée d'un véhicule Euro 6 qui était prévu pour être environnementalement parlant plus pertinent, mais également avec des consommations d'énergie plus importantes et des coûts à l'acquisition qui étaient également plus importants. Donc, fort de ce constat-là, on s'est retrouvé un certain nombre de transporteurs dans le cadre du cluster logistique Rhône-Alpes à se demander comment faire pour arriver à perdurer dans cet environnement-là. Et rapidement, donc avec les transports savoyards, Magnin, Mégevant, Prabel et Sotradel, on s'est dit qu'il faut qu'on se mobilise pour justement faire bouger un petit peu ces lignes-là. Et le premier levier qu'on a identifié pour pouvoir bouger, c'était le poste justement énergie. Et dans ce cadre-là, on a identifié assez rapidement le GNV comme étant la solution, puisqu'une une technologie disponible et une ressource qui était accessible. Donc on a pris nos petits bâtons de pèlerin avec l'équipe et puis on est allé démarcher les constructeurs, on a été démarcher les prestataires vendeurs de gaz, également les universitaires pour monter un peu les prémices du projet, l'ADEME pour ce qu'il pouvait y avoir en termes de données techniques et également de financement. Et très rapidement, la problématique qu'on a perçue dans le cadre de notre projet, dont on voulait justement pouvoir expérimenter en conditions réelles d'exploitation ces véhicules, pour ne pas subir, comme on peut le faire pour les Euro 4, 5, 6, mais bien voir la pertinence de cette techno en fonction de nos cas d'usage, et pour avoir un comparatif pour dire, tiens, sur tel et tel cas d'usage, je vais utiliser plus le gaz que le diesel. Et on s'est rendu compte que la filière n'était pas suffisamment structurée à l'époque, puisqu'on avait une offre de matériel qui était relativement restreinte et onéreuse. Nous avions également peu d'études sur les rejets. Donc c'était un peu compliqué de structurer quelque chose autour de ça. Les coûts d'exploitation étaient non connus, donc une grosse part de risque pour nous exploitants. Et enfin, il fallait quand même changer de paradigme autour de tout ça, parce qu'on était bien quand même depuis plusieurs décennies des pro-diesel. Comment vous avez eu cette intuition, en fait, qu'on comprenne d'où c'est venu au départ? Vous êtes réunis parce que vous avez vu qu'il y avait un problème et vous vous êtes dit que ça devait être la solution?
Oui, bah en fait, si vous vous repositionnez dans 2010-2011, l'hydrogène, on n'en parlait pas ou c'était encore utopique. L'électrique, à l'époque, déjà, on en parlait un petit peu, mais enfin, c'était inconcevable sur un camion 44 tonnes, puisque c'était bien notre finalité, très sur 44 tonnes. Quand on a vu ce qui se positionnait dans certains autres pays et ce qui tournait, le seul qui était disponible et qui avait déjà un retour d'expérience suffisant, c'était le gaz, puisque ne serait-ce que sur les bus, depuis 99-2000, il y a déjà des véhicules qui tournent au gaz. Donc il y avait déjà un retour d'expérience dessus. Donc c'était tout naturellement, sans mauvais jeu de mots, qu'on est allé sur le gaz naturel. Et in fine, le biogaz, c'était l'intérêt. Et justement, ce qu'on ne voulait pas reproduire avec les normes Euro, c'était justement d'expérimenter en conditions réelles pour voir s'il y avait pertinence ou pas de le faire. Donc de là, 2013, on a un peu 2012-2013, ça a été un peu compliqué parce que, étant donné que la filière n'était pas très structurée, on ne s'est pas pris des portes, mais tout le monde avait la conviction de dire faut y aller, c'est super intéressant ce que vous faites. Mais on a un peu de difficultés. Et 2013-2014, les planètes, on va dire, se sont un peu plus alignées puisqu'on a eu des pics de chaleur qui ont emmené donc des pics de pollution. Et là, à ce moment-là, l'Europe a commencé à montrer du doigt la France en disant attention, ce que vous auriez dû mettre en place, notamment dans le PPA de la vallée de l'Arve, etc., il va falloir vous mobiliser. Donc à ce moment-là, la région est revenue vers nous, comme le soulignait Noël Comte, et a dit rappelez-moi le projet équilibre, ce que vous vouliez faire, et on vous encourage à continuer, on va vous donner un peu les moyens de vos ambitions. Raison pour laquelle on dit nous, il faut qu'on se structure. Donc on s'est rapproché à l'époque de LUTB, qui est aujourd'hui Cara. Ah, oui. Pour justement structurer tout ça. D'entre-temps, d'autres transporteurs ont gonflé les rangs, parce que quand vous arrivez 4 petites PME vis-à-vis des constructeurs pour tester des véhicules, c'est compliqué de mobiliser des ressources. Et puis quand vous arrivez vers les gaziers, inversement, ils vous disent je veux bien mettre des stations, mais il n'y a pas de camions, donc c'est un peu compliqué. Donc fort de tout ça, Cara nous a accompagnés. Donc Philippe en parlera un peu mieux. Après, ça a été un peu plus vite, puisqu'après, comme on l'évoquait, 2014, ça a été la signature du consortium et le lancement du projet. Et après, voilà, ça s'est structuré. 2015-2016, il y a eu les premiers véhicules sur la route. Et aujourd'hui, grâce à un certain nombre de partenaires, collaborateurs sur le sujet, on est là pour vous présenter les résultats de cette belle aventure. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Philippe Guèche, le micro aussi, qui nous explique un peu la connexion justement avec David et ses collègues. Tout à fait. Alors déjà, je vais peut-être dire un mot sur Cara, parce que c'est peut-être un cycle mystérieux pour encore certains d'entre vous, j'espère que pas trop nombreux. Donc Cara, c'est une association qui regroupe à la fois un cluster et un pôle de compétitivité, et qui est articulé autour de 3 axes: innover, démontrer et développer, donc qui viennent à la fois de l'idée jusqu'au marché, pour résumer. Donc on essaie de générer des idées d'innovation et de les porter jusqu'au bout, jusqu'à des produits sur le marché, en aidant les entreprises à se développer autour de l'automobile et de la mobilité. Alors, l'histoire avec Équilibre, elle vient d'où? Donc à l'époque, en 2013-2014, on n'est pas tout à fait d'accord sur le mois exact et la date exacte. On a eu quelques discussions au sein du cluster logistique Rhône-Alpes Auvergne, je crois que c'est comme ça Rhône-Alpes peut-être, hein, je ne veux pas dire de bêtises, sur ce projet Équilibre qui s'appelait peut-être pas Équilibre, je ne me rappelle plus, et des difficultés que vous aviez pour objectiver et évaluer un petit peu la partie technique du projet, puisque la partie développement des stations, etc., vous étiez totalement autonome là-dessus avec des acteurs importants. Et là-dedans, Cara s'est proposé de réunir les acteurs, de créer un cahier des charges et d'objectiver surtout les demandes des porteurs du projet Équilibre, de manière à essayer de faire, alors je vais employer un mot un peu excessif, mais un cahier des charges irréprochable sur les résultats, sachant que l'irréprochabilité est toujours difficile scientifiquement à prouver. Mais l'idée, c'était de réunir les bons acteurs, de mutualiser différentes compétences et différents acteurs autour de la demande des transporteurs, de manière à générer un cahier des charges d'expérimentation. Donc ça nous a pris 18 mois. La partie collaborative qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la partie collaborative qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment... Cara est vraiment né pour ça. Hein. C'est vraiment d'arriver à réunir des mondes qui ne se parlent pas habituellement. Alors je vais reprendre 2-3 propos de Pascal, hein. Mais gens qui me disaient oh là là, des chercheurs, qu'est-ce que je vais aller travailler avec des chercheurs, ils ne nous comprennent pas, je ne les comprends pas. Donc le challenge pendant ces 18 mois, là, je crois que c'est fini hein, maintenant, Livestar peut témoigner entre autres. Mais l'idée c'était de rapprocher ces deux mondes qui naturellement ne se parlent pas, créer une confiance, donc ça a pris 18 mois. Hein. Il y a eu l'écriture du cahier des charges, il y a eu des débats
assez, alors pas houleux parce que c'était dans une ambiance sympathique, mais assez animé. Alors j'ai quelqu'un qui se cache dans la salle qui s'appelle Clémence, qui a monté le comité technique au départ et qui l'a animé avec des discussions avec Pascal, dont je me souviens quelques mots assez hauts en couleur, n'est-ce pas Pascal? Il y avait des différences de code, ça qu'on se Alors, il y avait représente des pas les choses différences, de la voilà. même manière. Il y avait des différences de code et il y avait surtout un besoin d'objectiver les demandes. C'est-à-dire qu'il y avait des demandes qui étaient pressenties par le groupement des transporteurs et il fallait les objectiver en cahier des charges lisibles par les instituts de recherche et les chercheurs qui allaient travailler Traduire pour les et les institutions traduire. et les Tout à fait, chercheurs. tout à fait. Et donc c'était votre position intermédiaire. Voilà, C'est vous qui avez, j'allais dire, copiloté cet axe transversal. tout à fait. Pour Ouais. utiliser du jargon Oui, oui, scientifique. exactement, exactement. Donc, pour résumer, ça fait 18 mois de travail. Et derrière, alors je crois que la date, c'est en octobre 2014, on a labellisé le projet Équilibre en tant que tel, au sein du comité scientifique et technique de LUTB à l'époque, hein, de CARA. Et le 10 décembre, on l'a présenté à Annecy, enfin vous avez présenté à Annecy publiquement la signature du lancement pour un début d'expérimentation le 1er mars 2016. Donc voilà, donc ça donne un petit peu le temps. C'est la construction de la signature du consortium, en fait. Voilà. Tout à fait. L'accord de consortium, en fait. Ouais. Et le montage du projet. Hein. Tout à fait. Il y avait deux volets. Il y avait le montage du consortium, donc ça c'était au niveau global, et il y avait vraiment la rédaction du cahier des charges, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on mettait dans le cahier des charges et comment on allait réaliser les expérimentations. Il y a deux termes qui ont été évoqués, une aventure, j'ai entendu parler d'une aventure, Tout à fait. et puis aussi le potentiel. Est-ce que vous avez, vous, senti que ça allait être une aventure et deux, qu'il y avait un véritable potentiel? Alors oui, puisqu'on ne met pas des comités techniques en place tous les jours. Donc là, on a vraiment structuré la démarche de manière à avoir un comité technique de suivi qui se réunissait tous les mois et avec un travail régulier entre les organismes de recherche et le projet Équilibre de manière à structurer ce cahier des charges. Donc on a tout de suite envisagé l'ampleur que prendrait au moins le travail. C'est un peu le sens de l'introduction qu'on a eu tout Tout à à l'heure, fait. qui montrait les grandes perspectives Exactement. de travail. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Pascal Rosnoblet. Là, il y a un petit bouton en haut. Voilà. Pour revenir sur la partie territoire, puisque là, il y a eu une expérimentation avec la communauté de communes des Pays Rochois. Si vous pouvez vous présenter. Donc, Patrick Rosnoblet, c'est pas Pascal, mais je suis vice-président à la communauté de communes du Pays Rochois en charge de l'environnement. Alors, nous, en tant que collectivité du territoire en Haute-Savoie, donc sur la moyenne vallée de l'Arve, on a été contacté au départ par les transports Mèchevent et Prabel pour ce projet d'équilibre. Et on a tout de suite vu l'intérêt qu'on pouvait avoir. Nous, de notre côté, par notre station d'épuration, c'est qu'on produit du gaz. À l'époque, c'était du biogaz, du gaz. Et on a expérimenté avec une entreprise un filtre membranaire pour pouvoir épurer ce biogaz pour le transformer en biométhane. Donc, cette expérimentation a porté ses fruits. Donc, on a continué notre avancée dans ce projet. L'idée, c'est de produire du biogaz pour réinjecter dans le réseau GRDF pour alimenter donc la station GNV qui est située sur Saint-Pierre-en-Faucigny. Aujourd'hui, on a quelques soucis pour produire un peu plus de gaz qu'on en produit actuellement. Les travaux sont commencés pour l'injection. On pense injecter du biométhane cet automne pour que ce gaz produit soit mis à disposition donc, de la station de Saint-Pierre pour que les transporteurs puissent bénéficier de ce biocarburant. Du côté collectivité, ça a été bien perçu dès le départ? On a tout de suite senti, enfin, nos chers transporteurs ont fait assez de forcing, mais on a tout de suite compris l'intérêt, même pour nous en tant que collectivité, puisqu'on a quand même investi, à l'époque on n'avait pas de véhicules au gaz, aujourd'hui on a plus de 50% de notre flotte qui est au gaz, les bennes ordures ménagères, les véhicules, les camions de chantier, les véhicules utilitaires et puis les véhicules de service.
Comment on dit en termes de marketing, est-ce que vous avez vu une opportunité pour la commune ou c'était des Pour convictions? l'intercommunalité, tout de suite, oui, on y a vu. En plus, on fait partie du PPA, on est le bas de la vallée, mais on est dans le secteur plan de protection d'atmosphère. Et on a vu tout de suite l'intérêt écologique de la chose. Donc les habitants étaient sensibles à la question, on va dire. Ou ils sont Alors devenus là, plus sensibles. on ne leur a pas posé trop la question. On y est Non, mais allé. vous avez quand même la connaissance de votre terrain, Oui, mais normalement. c'est pas l'idée première qui nous a. Pas l'idée première. Non, c'était. De toute façon, il fallait déjà faire cette station pour qu'on puisse. Disons qu'il fallait trouver l'emplacement qui soit pas loin de la sortie d'autoroute pour essayer d'avoir un intérêt pour tous les transporteurs, pas que ceux de la région. Et le fait a été trouvé, l'emplacement a été trouvé, la station a été montée et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de véhicules qui viennent se ravitailler sur cette station. Donc vous avez quelques chiffres à nous donner ou vous avez un ordre d'idée? Alors, ce n'est pas nous qui gérons la station, donc Pas on vous ne peut qui pas vous gérez, donner de chiffres, mais en volume, je ne sais pas. On va passer la parole tout à l'heure à... On n'a pas spécialement de D'abord. volume. Mais en tous les cas, nous, la collectivité, on fait l'effort. À chaque fois qu'on change un véhicule, on prend un véhicule au gaz. Et petit à petit, Et pas rien que la collectivité, l'intercommunalité, les communes à côté jouent le jeu. Et on a quelques particuliers qui sont lancés dans la véhicule utilitaire, des petits artisans qui ont investi dans les véhicules utilitaires à gaz. Ça commence à faire son chemin. L'idée avance bien. Ouais. Je pense que c'est un beau projet. Et il y a d'autres territoires dans la vallée de l'Arve où ils nous envient un petit peu. Ils pensent quand même à Au mettre début, on plus passe par l'original et puis après, plus on de se rend compte stations. que- Oui, ça, c'était intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Philippe Debord juste sur la production justement de biométhane sur le territoire. Voilà, donc cette production, elle se fera sur la station d'épuration, donc à hauteur d'une production de 30 normomètres cubeurs environ. L'idée initiale était de pouvoir codigérer un certain nombre de déchets, de biodéchets qui sont disponibles sur le territoire, notamment des biodéchets agroalimentaires avec nos bouts de station d'épuration et nos graisses de station d'épuration. Malheureusement, pour l'instant, l'État au niveau ministériel, et plus particulièrement le ministère de l'Agriculture, ne nous permet pas donc ces mélanges, puisque le ministère réserve le gisement existant en France, le gisement de biodéchets, au monde agricole. Donc ça a mis un petit frein sur la production, puisqu'on va perdre à peu près 10 normomètres cubeurs en production sur notre station. Donc ça rend beaucoup plus difficile aussi l'amortissement de l'infrastructure. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Et puis, on réduit aussi la production de biocarburants, de bio-GNV, donc qui pourraient être mis à disposition de la station de Saint-Pierre, puisque très clairement, le contrat fléchera l'utilisation, le contrat de vente du biométhane, fléchera l'utilisation sur la station de GNV. Et donc, pour le coup, les conséquences, c'est de limiter aussi, plus globalement en France, la possibilité de produire du biocarburant décarboné, du coup, et du transport décarboné. Donc c'est quand même dommage de ce point de vue-là, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut entendre, et pour autant, c'est la réponse qu'on nous donne. Donc aujourd'hui, certes, les agriculteurs vont pouvoir injecter, vont pouvoir aussi participer, bien évidemment, à la production du biométhane, et c'est plutôt bien. Mais sur des territoires comme le nôtre, où les agriculteurs ne se sentent pas, intéressés sur le portage de projets de méthanisation, et bien, du coup, il y a des départements qui vont se retrouver un petit peu bloqués parce qu'il n'y a pas de porteurs de projets autres que les collectivités. Le fait d'être précurseur qu'on évoquait tout à l'heure. Et est-ce qu'il y avait des résistances techniques au départ? Comment est-ce que vous avez réglé les questions pratiques? Alors, il y a eu des études qui ont été financées par l'ADEME de faisabilité, notamment sur le transport du gaz, voir un petit peu quels étaient les différents modes ou les différentes possibilités de transporter ce gaz pour aller le distribuer jusqu'aux stations, donc avec des points d'injection déportés, le cas échéant, ou de l'injection directe au réseau. Bref, un certain nombre de possibilités. Donc on a eu une aide vraiment importante de la part de l'ADEME. Ces études se sont vraiment faites en partenariat avec l'ADEME, puisqu'il y avait un besoin aussi pour l'ADEME d'étudier ces nouvelles... prototypage, en fait. Voilà, cette nouvelle façon de produire du carburant.
Donc on a eu véritablement sur ces premières années d'études un appui de l'ADEME sur la faisabilité, sur comment s'y prendre et comment faire. Et puis au-delà de cela, eh bien, on est rentré, j'allais dire, dans la partie plutôt opérationnelle d'investissement, où là les études de faisabilité de construction ont été réalisées pour commencer les travaux là, il y a quelques mois, donc tout simplement. Votre retour d'expérience par rapport aux autres personnes qui sont autour de nous, comment est-ce que vous avez perçu ça au départ? Vous avez dit il y aura des difficultés, je vais trouver des leviers. Vous avez... Alors, on a eu des aides financières très rapidement, notamment de l'Agence de l'eau, c'est le plus gros financeur, hein, c'est 500 000 €. Bon, néanmoins, le taux de participation des aides financières, c'est 30% hein, sur les aides extérieures, l'ADEME, le département de la Haute-Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Agence de l'eau. Voilà, donc 70% du montant de l'opération est porté par la collectivité territoriale. Donc c'est un gros investissement. Il y a surtout une vraie volonté politique. C'est ça en fait qui a poussé le moteur. Il est là. C'est la volonté politique de vouloir y aller et d'être dans les premiers, effectivement d'essuyer les plâtres, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, en ayant quand même un bon espoir qu'un jour, ces problématiques aujourd'hui, ces freins liés au gisement, puissent se débloquer, peut-être sous le prochain mandat présidentiel, mais en tout cas, la décision qui a été prise, c'est de réaliser l'installation, l'investissement tel qu'il a été prévu au départ, en se disant... Eh bien, on pense qu'un jour, tout ça évoluera et on aura les équipements prêts à recevoir des co-intrants. Comme on l'évoquait avec Caral, au niveau de l'appui, est-ce que vous avez eu une aide sur le modèle économique, la construction du modèle économique? Non, c'est quelque chose qui s'est fait en marchant. Oui, et puis en réflexion, et puis ensuite avec des maîtres d'œuvre, monter un business plan, et il faut que sur le tarif réglementé, on arrive à amortir, donc sur 15 ans, nos installations avec la vente du biométhane. Ça nous donne à peu près les échelles temps. Oui, tout à fait. Donc là, on est peut-être collectivité territoriale, mais on fonctionne véritablement comme une entreprise. Et là, on va arriver sur la partie, donc vous êtes président de l'association française GNV, et le rapport donc de l'action d'équilibre, celui de la filière. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc avec 110 membres, l'association française de gaz naturel pour véhicules constitue l'association professionnelle de la filière du GNV et du bio-GNV en France. Son but, justement, est d'accompagner la transition énergétique dans les transports en favorisant l'utilisation carburant du gaz naturel et du biométhane. Elle rassemble des constructeurs de véhicules, dont un éminent représentant est ici, des fédérations de transporteurs, des fournisseurs d'énergie, des équipementiers de l'industrie, des collectivités locales, vous en êtes l'illustration, et des opérateurs gaziers. Donc les adhérents de la GNV œuvrent quotidiennement pour accompagner ce développement et cette transition énergétique à coût maîtrisé dans le transport de marchandises et de voyageurs, puisque de nombreux maintenant entreprises de voyageurs aussi viennent au gaz. Donc l'implication de plus en plus prégnante des pouvoirs politiques donc, dans ce développement ancre cette transition énergétique au cœur des territoires en offrant un mix énergétique répondant aux besoins des acteurs économiques locaux. Donc là aussi, vous l'avez démontré. La France possède l'un des plus grands réseaux de stations GNV pour poids lourds en Europe. Depuis 4 ans, la France connaît un développement rapide du GNV et de bio-GNV sur le marché des camions et possède aujourd'hui 130 points d'avitaillement public. Et la filière mettra en œuvre 60 autres stations cette année, en 2019. Cette dynamique s'inclut donc parfaitement dans l'objectif de la filière qui table sur 250 points d'avitaillement en 2020. Pour mémoire, notre filière s'est fixé cet objectif dans le cadre de la directive qu'on appelle AFI, Alternative Fuel Infrastructure. Les adhérents de l'FGNV visent 2000 points d'avitaillement en 2030 pour alimenter 220 000 poids lourds avec une proportion de 40% de bio-GNV dans le GNV. Donc, messieurs les transporteurs, vous pouvez encore acheter beaucoup de poids lourds pour arriver à 220 000. Avec un parc en progression de 80% en 2018, le poids lourd gaz continue de susciter l'intérêt des transporteurs, et vous en êtes la manifestation ce matin.
et tire le développement de la filière du GNV en France. Cette option est effectivement de plus en plus prisée par les professionnels que vous êtes, car elle offre un double avantage, vous l'avez déjà cité, une alternative écologique particulièrement pertinente et une solution économique compétitive par rapport à la solution diesel et encore plus par rapport à la solution électrique qui, effectivement, pour le 44 tonnes, n'existe pas encore, si ce n'est qu'un projet américain à 2 millions le véhicule. Donc, je pense que ce n'est pas les moyens des transporteurs français. Donc, cette offre de GNV offre d'autres avantages. D'abord, beaucoup moins bruyant, ce qui vous permet de faire des livraisons la nuit. Et puis, s'affranchir des contraintes d'autonomie et de coût, donc je venais d'en parler, des véhicules électriques qui sont très chers. Au niveau écologique, elle permet de réduire significativement la pollution aux particules fines et aux oxydes d'azote, qui sont la cible de tous les politiques. En revanche, si les émissions de CO2 ne sont diminuées que de 10% avec le GNV, ce chiffre grimpe au-delà avec le bio-GNV. Et le gouvernement actuel cherche beaucoup à développer le bio-GNV. Donc l'arrivée de gamme autocar et le développement de réseaux de stations publiques annoncent des perspectives très encourageantes sur ce segment, puisque vous l'avez signalé aussi, en France, on a commencé par les autobus, et ça se développe beaucoup, puisque par exemple, la RATP a un objectif de 1600 bus au GNV d'ici 2025. Ils ont un objectif beaucoup plus important en véhicules électriques, mais je pense qu'ils inverseront les chiffres dans pas longtemps, pour des raisons surtout économiques. Dans ce contexte porteur, la stratégie énergétique de la France doit miser plus fortement sur le GNV et le bio-GNV pour réaliser cette transition énergétique voulue par tous. Le projet de PPE, qui formalise ces stratégies pour les 5 années à venir, présenté le 25 janvier 2019 et qui évolue au cours des amendements, identifie le GNV comme l'alternative la plus robuste au diesel pour les véhicules lourds. Ce projet reconnaît les bénéfices immédiats donc, de ce carburant pour abaisser les niveaux d'émissions de CO2 et de polluants du secteur transport, qui sont effectivement visés par des émissions sans arrêt négatives vis-à-vis du transport routier. Vous avez cité Arte, c'est un peu lamentable. Pour autant, avec un objectif de 60 000 poids lourds et 110 000 utilitaires GNV en 2028, le projet de PPE propose une ambition en retrait par rapport à la dynamique observée en France et en Europe depuis quelques années. Donc les ambitions ne sont pas toujours au niveau de ce qu'on annonce. La GNV est convaincue qu'il est possible d'atteindre en 2028 un parc de 140 000 véhicules lourds et 180 000 utilitaires GNV, conformément au plan national de déploiement du GNV présenté au transport public, aux autorités publiques en 2017. Pour conclure, je salue bien évidemment le travail remarquable réalisé dans le cadre du projet Équilibre et laquelle la GNV est à vos côtés depuis le début, votre implication forte pour développer ce programme et la tenue aujourd'hui de ce colloque. Je souhaite également évoquer un chantier que nous venons de lancer. Pour comparer de façon plus pertinente les solutions technologiques de transport routier, il est impératif de prendre en compte le caractère renouvelable des carburants pour mesurer les émissions de CO2 des véhicules. La comptabilisation des émissions de CO2 à l'échappement des véhicules donne une vision incomplète de l'empreinte carbone réelle d'un véhicule. En complément aux émissions à l'échappement, il convient d'intégrer des composantes ayant un impact sur les émissions de CO2 selon une comptabilisation en analyse du cycle de vie, dit ACV, que vous connaissez bien à l'IFSTAR. Fabrication des véhicules, production de l'énergie et transport de cette énergie jusqu'à la station d'avitaillement et recyclage aussi du véhicule. Donc c'est le sujet de l'étude que nous venons, avec l'Association française du gaz, de confier à l'IFPEN. Évaluer les émissions de CO2 du bio-GNV en ACV et les comparer avec celles des véhicules électriques, gasoil et essence pour les véhicules utilitaires. Les résultats de cette étude seront connus fin septembre 2019. Et nous ne manquerons pas de communiquer ces résultats qui, ne nous doutons pas, seront favorables au gaz naturel. Je vous remercie.
Merci. On a compris qu'il y avait une progression, donc dans Grande progression. une grande progression. Vous avez donné des chiffres qui sont très intéressants. Alors, le GNV, c'est une association. Donc, C'est une association, oui, de loi. Présentée avec des adhérents, je suppose. 110 membres. Je l'ai dit en introduction, avec donc des transporteurs, bien sûr, des fédérations de transporteurs. Je salue la FNTR aujourd'hui. Nous avons donc des constructeurs de véhicules lourds. Nous avons 2 constructeurs de véhicules légers, puisque, je les cite, c'est Fiat et surtout Seat qui a signé un contrat au dernier mondial automobile pour rejoindre l'association et le groupe Seat en voiture et le fer de lance pour l'ensemble du groupe Volkswagen pour développer le gaz naturel. Donc c'est une association qui avait été créée en 1994, puisque le gaz en France existe depuis longtemps, mais a subi des vagues politiques, je dirais, puisque surtout, vous citiez tout à l'heure la crise en 2009, mais en 2009, le Grenelle de l'environnement ne citait plus du tout le gaz et uniquement l'électrique. Ce qui a tendance encore à faire certains politiques de ne parler que d'électrique, ce qui n'est pas la bonne solution. Vous l'avez démontré, et je pense que je l'ai indiqué aussi, pour les poids lourds. Donc l'association qui a été créée en 1994 par 2 constructeurs nationaux français, Renault, PSA, le ministère aussi à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, parce que ça change tout le temps de nom dès que ça change de ministre, mais il y avait aussi donc GRDF, Gaz de France à l'époque, qui était membre. Et puis au Grenelle de l'environnement, donc les 2 grands groupes sont ressortis. Il y avait aussi Renault VI, je salue des membres de Renault VI dans la salle, donc qui étaient membres de cette association, et qui a reconnu un démarrage en 2012, avec les chiffres après que je vous ai cités en 2014. Donc, dans les dates, on se situe très, très proche, et c'est pour ça que dès le début, on se soutient les uns les autres, je dirais. Merci pour ces précisions. Une dernière question avant d'entamer le temps suivant. Quel est le type d'appui que vous pouvez apporter, qu'on comprenne bien vos principales missions? Alors, le type, c'est que, d'abord, heureusement, aujourd'hui, on est l'interlocuteur, je dirais, privilégié des pouvoirs publics et du gouvernement, avec lequel on a un bon accueil, contrairement au gouvernement précédent. Je ne fais pas de politique, mais c'est un fait que le gouvernement actuel, effectivement, veut développer cette filière gaz, et surtout le biométhane, parce qu'ils y voient aussi un avantage pour les agriculteurs en termes de complément de revenus. Donc on est à l'écoute avec nos 110 membres qui représentent, comme je l'ai dit, l'ensemble de la filière, entre les producteurs, les distributeurs de gaz, les utilisateurs, et en passant par les fabricants de camions. Donc c'est toute la filière, et c'est rare qu'une association regroupe l'ensemble de la filière de l'amont à l'aval. Donc on a une légitimité pour effectivement développer cette filière. On s'appuie sur tous nos membres pour leur capacité technique qu'ils nous apportent. Et je salue ici les travaux que font GRDF, GNV, etc. Pour leur capacité technique à nos arguments. Merci beaucoup. On a compris que donc, vous gériez, vous aviez un appui sur toute la chaîne. De toute la chaîne, amont à aval. Encore une fois, c'est rare dans une association qu'on ait toute la chaîne, tout le périmètre jusqu'aux utilisateurs. Là aussi, vous êtes un peu en transversalité, comme on l'évoquait tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, on va passer au temps.